Peut-être qu'on va commencer par quelque chose un peu avant. Vas-y. Donc, posons l'idée déjà de cette situation de compétition. Qu'est-ce qu'elle a, cette situation de compétition? Elle est, donc, c'est un système qu'on peut qualifier de complexe, ouvert sur l'environnement, dans laquelle il y a des interactions entre les éléments du système, donc ce sont les joueurs, nos joueurs contre l'équipe adverse, avec un arbitre, un environnement, un ballon et l'objectif de gagner le match. Donc tout ça, ça crée, ce système complexe favorise l'émergence de quelque chose qui n'est pas prévisible avant. Donc ce qu'on a vécu hier sur le match du PSG. Donc il se passe quelque chose à un moment qui fait que quelque chose qui n'était pas du tout attendu se produit. Et donc l'histoire de la contingence et de l'imprévisibilité qui est complètement centrale dans ce qui est constitutif de cette activité. Donc, une fois qu'on a posé ces balises-là sur ce qu'est la situation de compétition, donc exacerbée hier sur le match, se pose la question du modèle de formation et du modèle de jeu, du coup. Si on doit être performant, c'est être capable de créer sur l'instant face à quelque chose qui est imprévisible, c'est-à-dire, comme je ne peux pas l'imaginer avant, il faut que, vivant la situation, le problème se présentant à moi juste sur l'instant, c'est à ce moment-là que je dois résoudre le problème, pas avant, pas en questionnant mon coach sur le moment. Je suis obligé de le faire sur l'instant. Donc, notre idée à nous, c'est de donner entre guillemets, de la puissance aux joueurs, de la puissance à l'équipe pour créer sur l'instant. Et c'est ça. Et donc, le modèle de jeu est un support qui permet d'exercer cette résolution de problème, cet apport de sens dans l'instant. Donc, c'est surtout pas quelque chose de figé, c'est surtout pas quelque chose de préparé en amont qu'il faudra exécuter quand ça va se produire, tel que les systèmes, je dirais, cognitifs peuvent imaginer. Et donc, c'est surtout un support à l'expression pour partager une culture commune. Nouveau numéro de Hold the Talk aujourd'hui, un numéro encore spécial comme j'ai l'habitude de dire, le numéro 60, déjà 60. Aujourd'hui on va parler football, j'ai un invité qui nous vient de Lorient, de la Bretagne, Régis Lebris, le directeur de formation du FC Lorient et l'entraîneur de l'équipe réserve du FC Lorient. Régis, bienvenue dans Hold the Talk. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. On a combattu un petit peu pour arriver à ça. On a réussi à ajuster nos petits horaires. Ce qui nous réunit aujourd'hui, je vais dire, je pense c'est notre passion pour nos métiers respectifs, pour le sport, pour la performance humaine, on va dire, comme l'appellent certains de nos mentors. Moi, je fais une petite référence à François Bigrel et à Claude Fauquet. Aujourd'hui, j'ai l'intention de parler bien sûr football, on va parler de développement, on va parler de formation, et puis toucher plein d'autres petits domaines autour de ça. Mais bon, on est le 7 mars. Hier, on a assisté à un huitième de finale de la Ligue des Champions qui était intéressant. Donc, on va commencer par un petit peu d'actualité. Régis, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de découper tous les Parisiens aujourd'hui, Pochettino y compris. Toi, en tant qu'entraîneur, ta vision, puisque tu as pu aimer ou moins dans ce match-là? J'ai aimé ce que ça a de dramatique comme événement. Donc la beauté de ce sport en premier lieu, avec l'incertitude, je dirais presque une forme d'esthétisme aussi en première mi-temps avec l'équipe parisienne qui était magnifique à voir jouer. Et puis ensuite l'incertitude, l'imprévisibilité qui est l'essence même de ce sport, du sport de haut niveau de manière générale et qui fait vriller complètement les événements, enfin le cours des événements tel qu'on pouvait en tant que supporter parisien. Je ne suis pas spécialement supporter, mais je suis amoureux du sport en général. Penser que le match allait se dérouler plutôt, je dirais, sans encombre. Et finalement, l'incertain arrive, l'imprévu arrive, et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Avec en plus de ça un public, donc à la télé, on le perçoit qu'imparfaitement, qui vient, je dirais, presque magnifier l'ensemble et donner une force, une puissance je dirais, au rapport de force qu'est en train d'imposer Madrid à ce moment-là. Et c'est beau à la fin. Ouais, moi j'ai l'impression que j'ai regardé comme un match de tennis où tu joues la demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, tu mènes 2-7-0, 4-2, 2 balles de break, tu perds ce jeu-là et puis le match bascule, quoi.
Et c'est ça que le public aime, c'est ça que les gens aiment. Bon, quand tu es supporter parisien, tu as du mal à le voir, t'as du mal à le voir comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de le voir, mais oui, c'était super beau la première mi-temps. La première mi-temps, j'ai trouvé ça, c'était. Je sais plus combien de fois on peut voir C'est un niveau de football incroyable. C'était vraiment magnifique. Tout le monde était. Mais j'ai sentais quand même limite, quand même. J'ai sentais très. À la limite Mais de. Je surjoue peut-être, non? oui, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, la seconde mi-temps est magnifique aussi. Elle est belle d'une autre manière. Enfin, euh, mais là, on touche au très très haut niveau. Donc, la moindre erreur occasionne des conséquences incroyables. Donc, une passe ratée sur des niveaux inférieurs, tu dis, bon, il ne se passe rien, on attend de se repositionner, etc., etc. Mais avec ce niveau de joueur-là, les conséquences sont multipliées par 100 parce qu'ils peuvent exploiter tout. Une demi-fraction de seconde, ils en font quelque chose, à l'image de Benzema sur le troisième but. Ouais, ouais, C'est ouais, c'est incroyable. ouais. Est-ce que tu penses que Paris Saint-Germain va se remettre rapidement, rapidement de ça? Moi, j'ai l'impression que l'histoire fait vraiment partie de, de, de l'avancée d'un athlète ou de l'avancée d'une équipe. Son passé aussi, son environnement. Paris, ça a toujours été des moments d'émotion comme ça, dans les deux sens. Je pense que ça va rester. Ils viennent d'écrire un moment d'histoire, on peut en rire, mais je pense que les victoires, s'il y en a derrière, seront encore plus belles parce que putain, ils en ont pris des petites vestes comme ça, mais tu sais, je m'arrête pas au penalty, pas penalty, au truc que t'as raté à l'aller, au match. C'est ça le foot. C'est ça le sport en fait. On aime ça comme ça, puis j'aime beaucoup la façon dont tu le vois, où t'as quand même pris du plaisir à regarder les côtés, les deux côté esthétique qui est beau à l'aller, enfin côté esthétique de football, en première mi-temps qui est si léché, magnifique côté parisien, et puis le côté plus grinta, lâche rien de l'autre. Ça valait le coup. Un petit, dans notre première discussion, on s'est parlé au téléphone, c'était Messi venait de jouer son premier ou deuxième match, puis qu'il arrivait à Paris. Et je suis, mais outré, moi, d'entendre ce que j'entends sur lui dans les médias français ou les médias européens. On va dire plus français. C'est moi où il attire toujours deux trois défenseurs sur lui quand le ballon vient. Sais-tu, parce que s'il était si pourri que ça, il serait pas, Mm. il serait pas. J'ai l'impression que les entraîneurs qui le jouent le respectent pas mal. Hein. C'est un joueur magnifique. Donc, on l'a vu à Lorient, où PSG n'avait pas fait une très grande performance, loin de là. Pour autant, c'est un joueur enfin, incroyable. Donc là, il a fait un bon match hier en deuxième mi-temps. Forcément, le rapport de force est très différent. Je crois que l'ensemble de l'équipe parisienne baisse de 2 crans ou 3 crans sur la deuxième mi-temps. Mais hier, il a fait une prestation incroyable. Et puis, enfin, un joueur de ce niveau-là, on n'en croise pas beaucoup. Donc, on serait sans doute extrêmement exigeant dans la mesure où on aimerait qu'il continue à faire des exploits encore et encore, mais c'est juste, enfin, pas possible de le faire tous les jours, quoi. Et je trouve qu'on respecte pas, Mm. on comprend pas l'évolution du joueur. Je suis un fan de basket, tu vois, j'ai du Michael Jordan derrière, ou même de la boxe. Le Mohamed Ali, Cassius Clay, c'est pas le Mohamed Ali euh, de la fin de carrière. Le Michael Jordan que j'ai derrière moi, en fin de carrière, il est plus mid-range shot, plus skills que je rentre dans la raquette puis j'essaie de déposer le ballon en dunkant, comme on dit. Il a fait évoluer Mm. son jeu, il a réussi à le faire Bien durer comme sûr. ça. Mm. Tout le monde a réussi à faire évoluer son jeu. Je trouve qu'il fait évoluer son jeu, Messi, mais d'une façon. Je vois un Messi qui joue à une touche de balle, qui joue juste, qui essaie de jouer vers l'avant, qui est toujours bien placé. Et j'ai pas l'œil que t'as. Tu vois, mais je suis vraiment touché par ça, quoi. Je trouve vraiment que il y a même des journalistes qui, je pense, connaissent le football et passent le temps à le démonter. Est-ce que tu trouves ça un petit peu, comment tu vis pas ça, tu trouves pas ça aussi injuste que moi ou je me suis tout seul là-dedans, quoi. Bon, je crois que ça fait partie du show autour du sport. C'est-à-dire que je pense il y a la place à toutes les critiques, dans les deux sens, aimer ou ne pas aimer un joueur. Ensuite, il y a le show qui fait partie aussi de l'environnement de ce sport, où il faut des détracteurs, il faut des gens qui rentrent dans la contradiction, y compris de manière violente, de manière à exister et puis à créer les conditions d'un débat. Ensuite, ce qui est indiscutable, c'est ce qu'il a déjà réalisé.
Et très peu au monde dans toute l'histoire l'ont réalisé. Donc, ça mérite le plus grand respect. Donc est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que je finis avec lui? Il est pas sur le déclin, Messi, là. On a encore un beau joueur quand même là qui Enfin, dépose il vieillit des petites forcément. choses. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'âge qui arrive et forcément les qualités de vitesse, de répétition d'effort, de récupération sont altérées. Et ensuite, il rentre aussi dans une culture complètement différente. Donc celle dans laquelle il est né et du jeu des interactions avec ses coéquipiers à Barcelone qui le magnifiait d'une certaine manière, surtout quand il était à son apogée du point de vue de ses qualités de vitesse et de percussion, Mhm. qu'il arrivait à maintenir à partir du moment où il y avait encore beaucoup d'interactions, où il s'y reconnaissait. Quand il arrive dans une nouvelle structure, que ce soit le PSG ou une autre structure, forcément, le niveau de relation n'est pas le même. Il faut les construire de nouveau. Et donc, il y a nécessairement quelque chose de moins abouti qui vient impacter son niveau à ce moment-là. Ouais, Donc, il faut ouais. lui laisser la possibilité de créer ses relations et d'évoluer aussi dans son activité, dans sa carrière, parce que, enfin, il a très peu de joueurs de ce niveau-là, tout simplement. Et je suis vraiment de plus en plus, pas surpris, mais je le vois de plus en plus, les commentaires sur tous ces footballeurs qui viennent et qui disent que le championnat de France, en fait, est un championnat beaucoup plus physique que ce qu'ils pensaient et beaucoup plus tactique que ça. Tu es d'accord avec ce commentaire-là par rapport aux autres championnats? Bon, chaque championnat a sa culture. En tout état de cause, nous, on a un pays qui regorge d'excellents footballeurs. Enfin, en fait, je crois qu'on est la deuxième nation exportatrice de footballeurs dans le Big Five. Mhm. Donc, alors, il reste pas forcément, nos meilleurs joueurs ne restent pas très longtemps en France. Nécessairement, il y a toujours un renouvellement qui s'opère et qui permet d'assurer un niveau en termes de qualité individuelle. Et ensuite, les entraîneurs, ils savent organiser leurs équipes. Hein. Et donc, on voit quand même le résultat de nos équipes à l'image de Lyon hier à Porto. Porto est considéré comme l'une des meilleures équipes en Europe. Bon, après, c'est fluctuant d'année en année, mais Lyon gagne à Porto. Et ils l'ont pas volé leur match. Pas du tout. Pas du Donc, tout. il y a beaucoup de qualité en France, absolument. Donc, ce qu'on peut dire que quand même le système de formation à la française, qui est critiqué par beaucoup à cause de comment il est monté par la fédération, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, qui a été critiqué beaucoup, qui est encore critiqué, et quand même encore un bon système, puisqu'il, comme tu dis, on produit énormément de joueurs. Donc, ce sont les clubs qui organisent la formation. Après, la fédération forme les éducateurs, elle organise aussi tout le système de détection pour les sélections nationales. Mais ce sont vraiment les clubs qui ensuite prennent leurs options sur la manière dont ils veulent former leurs joueurs. Parce que les centres de formation, il y en a 36 ou 37 agréés aujourd'hui, je ne connais pas le nombre exact. Il y a des centres de pré-formation qui sont organisés par la fédération, mais la formation à partir de 16 ans, elle est organisée par les clubs. Donc chacun ensuite a sa manière d'aborder les choses. Est-ce que je suis plutôt sur la compétition? Est-ce que j'ai plutôt des modes quelque chose autour du recrutement extrêmement intensif et potentiellement renouvelant mes effectifs dès que ça va un peu moins bien? Ou plutôt sur un système de développement? Chacun fait ses choix. Donc il y a une grande diversité en France aussi de ce point de vue-là. Alors, on rentre dans le FC Lorient et ton travail au quotidien et ton travail tous les jours. On est déjà dedans, là, en fait. Euh, j'ai lu dans un de mes bouquins préférés, mon bouquin qui me suit toujours, un des livres que tu as dû lire certainement, La performance humaine, les trois univers de François. Et il cite Helvétius qui, au XVe siècle, dans ce bouquin, disait « Le génie est commun et les circonstances propres à le développer, très rares. » Et quand je prends connaissance un petit peu de ce que tu as fait, de ce que tu essayes de faire un petit peu à Lorient, dans le sens où tu essaies d'amener une certaine... En fait, ta priorité, si je comprends, puis tu vas me couper tout de suite si je me trompe, t'es pas vraiment dans la compétition, tu es plus dans un schéma de développement d'abord. Euh, Alors, on peut pourquoi tu... commencer par ça. Vas-y, alors vas-y. Alors pourquoi tu Bon, vas là? Pourquoi tu bascules là? Comment tu fais ce constat déjà? Puis comment tu vas là? Voilà, en fait. bon, en premier lieu, pour expliquer la place de la compétition. La compétition est très importante. On ne peut pas faire de sport ni de développement quel qu'il soit si on ne considère pas la dimension compétition. Néanmoins, il y a une dérive qui peut s'opérer dans les centres de formation, qui est celle de faire de la compétition comme presque une fin en soi. C'est-à-dire que je gagne un championnat de 17 ans nationaux, par exemple, ou de 19 ans, une Gambardella, une Nationale 2 qui est bien classée.
c'est la preuve que je fais de la bonne formation. Et finalement, il y a la possibilité que le système s'organise pour faire des mini-royaumes de compétition avec les 17 ans, un mini-royaume de compétition avec les 19, etc., etc. Et que finalement, ça vient limiter énormément de choses pour le développement du joueur. Donc, par exemple, les plus matures ou les plus forts du moment jouent parce qu'il faut gagner ce match, plutôt que quelqu'un qui serait peut-être en développement plus tardif et qui profiterait de cet espace de compétition pour se développer, avec la conséquence potentielle que l'équipe soit un tout petit peu moins forte, donc remporte un peu moins de matchs et fasse un peu plus d'erreurs. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à manager. Et assez régulièrement, il y a cette possibilité-là que la compétition prenne le pas sur une perspective plus globale de formation, avec des risques qui sont limités, avec des joueurs un peu plus matures qui jouent, plutôt de la première partie du semestre que la dernière partie du semestre, avec des prises de risques ou des modèles de jeu qui sont plutôt restrictifs, avec une valorisation des garçons qui ont aujourd'hui des très bons résultats, mais qui ne sont pas dans une perspective de développement, etc., etc. Donc, c'est ça que je combats quand je parle de compétition dans un centre de formation. Ce n'est pas la compétition en elle-même, puisque un footballeur, quel qu'il soit, ou un sportif de manière générale, quand il s'engage dans quelque chose, la logique interne de l'activité comprend en premier lieu, en ce qui concerne le football, marquer un but de plus que l'adversaire. Si on enlève cette partie-là dans la structure de développement, on enlève un élément essentiel. Donc, c'est ça qui organise aussi sa présence sur le terrain, c'est qu'à un moment, on doit gagner ce match d'une certaine manière, avec une perspective à moyen terme, certes, mais on doit considérer cette compétition comme quelque chose qui organise le tout et pas celle qui peut amenuiser un développement. Tu as décidé donc est-ce que vous jouez plus le championnat du 19? Vous avez décidé donc tu coaches une équipe de National 2 pour justement mieux balancer ça et permettre à un plus grand vivier de joueurs, je dirais. T'as plus de restriction d'âge vraiment là, donc tu peux vraiment t'élargir un peu plus. Et ce que j'aime le plus dans ce que j'ai pu lire en fait sur toi là-dessus, c'est que ce qui te fait kiffer là-dedans, c'est que eux, ils vont être exposés à des problèmes complètement différents chaque week-end. C'est-à-dire qu'ils vont jouer contre des équipes, et la nationale, c'est ça. C'est soit du très jeune pro, soit du vieux briscard, soit du jeune qui se cherche encore. Enfin, c'est un mix de tout ça. Et t'as toutes les clubs, évidemment, qui amènent qui se servent de la nationale 2 comme un peu toi, comme tu dois aussi le faire certainement. Donc, tu te retrouves à différents profils d'équipes. Et tu t'enrichis de ça. Parle-moi un petit peu de cette partie-là. Donc, ça, c'est le parcours de compétition. Et donc, l'une des spécificités du parcours de compétition en France, je crois que ça vaut dans pas mal de pays, c'est que les garçons, imaginons qu'ils rentrent en 15 ans ou à 14 ans au FC Lorient. Donc, entre 14 et 15 ans, ils sont en préformation. Ils jouent un championnat régional contre Rennes, contre Guingamp, contre Nantes, potentiellement, contre Brest, etc., etc. Ils rentrent ensuite au centre de formation U16, U17. Contre qui ils jouent? Contre les mêmes équipes, qui ont le même âge qu'eux. Okay, et on recommence avec les 19 ans nationaux. Et puis, donc finalement, les problèmes auxquels ils ont été confrontés sur cette période d'âge qui correspond grosso modo à l'entrée de formation et puis le socle de la formation, ils jouent quasiment tout le temps contre les mêmes équipes et ils rencontrent tout le temps le même type de problème. Donc, l'une des hypothèses d'ailleurs sur lesquelles travaille la fédération et puis la commission paritaire, enfin, etc., c'est d'imaginer aussi un championnat des réserves, c'est-à-dire qu'on recommence. Donc, on va jouer contre Rennes, on va jouer contre Nantes, on va jouer contre Caen tous les jours, enfin tous les week-ends. Et on va continuer à faire un peu plus de la même chose, c'est-à-dire rencontrer toujours les mêmes expériences. Quand on joue en National 2, donc dans un championnat amateur, cette uniformité des expériences, elle est complètement cassée. Voilà. Donc, on va aller jouer en région parisienne, on va aller jouer contre Caen ce week-end, on a joué contre Blois le week-end dernier. Et là, on a une diversité de coaching, diversité d'effectifs, une diversité finalement de réalité de football qui est beaucoup plus importante. Et ça, c'est très nourrissant. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu les prépares comme tu les prépares à ce moment de compétition qui va être un moment de création, d'innovation en fait, parce qu'à chaque fois ils doivent s'adapter. Il y a rien qui revient, il y a rien qui est la même chose. Plus Exactement. tu leur donnes d'outils d'adaptation, plus tu les retrouves dans leur donc la variété capacité de création d'adaptation qui est énorme. La variété des environnements et des problèmes posés
compte nécessairement pour l'adaptation. Au plus, si les problèmes sont toujours très courts ou à la marge et des petits ajustements, il n'y a rien à résoudre. Très peu. Donc là, justement, le fait qu'il y ait une très, très grande diversité, ça amène à des problèmes, à des défaites, à des choses qu'on n'arrive pas à résoudre sur l'instant, à de la frustration et donc à des questions qu'on se pose pour résoudre sur l'instant. On a un petit espace de mi-temps pour se poser quelques questions, peut-être trouver quelques hypothèses, et ensuite c'est reparti, 90 minutes, et on change. Et on change de nouveau assez radicalement. Puis même pour vous, les coachs, qui est opposé à ça. Donc oui, il y a la réflexion du joueur, mais il y a la réflexion de l'entraîneur. T'as peut-être, je sais pas toi si, bon, je vais rentrer là-dedans, je vais rentrer là-dedans tout de suite, parce que je sais que dans ta formation, enfin je sais que dans ta formation, tu vas me dire si encore une fois si je me trompe, tu mets pas le joueur dans une boîte. Donc tu préfères que les joueurs soient capables de prendre certaines décisions et qu'ils soient pas juste que tout ce qu'ils fassent ne soit pas prévisible. On est d'accord que la prévisibilité, c'est pas vraiment l'arme absolue, l'arme absolue dans aucun sport. Alors, tu développes le profil d'un joueur, tu leur permets d'être créatifs grâce ne serait-ce qu'au schéma de compétition que tu leur offres, mais en même temps, j'imagine que tu as un système de jeu et que tu as une façon que tu veux fonctionner. Peut-être qu'on va commencer par quelque chose un peu avant. Vas-y. Donc, posons l'idée déjà de cette situation de compétition. Qu'est-ce qu'elle a, cette situation de compétition? Elle est donc c'est un système qu'on peut qualifier de complexe, ouvert sur l'environnement, dans laquelle il y a des interactions entre les éléments du système, donc ce sont les joueurs, nos joueurs contre l'équipe adverse, avec un arbitre, un environnement, un ballon et l'objectif de gagner le match. Donc tout ça, ça crée, ce système complexe favorise l'émergence de quelque chose qui n'est pas prévisible avant. Donc ce qu'on a vécu hier sur le match du PSG. Donc il se passe quelque chose à un moment qui fait que quelque chose qui n'était pas du tout attendu se produit. Et donc l'histoire de la contingence et de l'imprévisibilité qui est complètement centrale dans ce qui est constitutif de cette activité. Donc, une fois qu'on a posé ces balises-là sur ce qu'est la situation de compétition, donc exacerbée hier sur le match, se pose la question du modèle de formation et du modèle de jeu, du coup. Si on doit être performant, c'est être capable de créer sur l'instant face à quelque chose qui est imprévisible, c'est-à-dire, comme je ne peux pas l'imaginer avant, il faut que, vivant la situation, le problème se présentant à moi juste sur l'instant, c'est à ce moment-là que je dois résoudre le problème, pas avant, pas en questionnant mon coach sur le moment. Je suis obligé de le faire sur l'instant. Donc, notre idée à nous, c'est de donner entre guillemets, de la puissance aux joueurs, de la puissance à l'équipe pour créer sur l'instant. Et c'est ça. Donc, le modèle de jeu est un support qui permet d'exercer cette résolution de problème, cet apport de sens dans l'instant. Donc, c'est surtout pas quelque chose de figé, c'est surtout pas quelque chose de préparé en amont qu'il faudra exécuter quand ça va se produire, tel que les systèmes, je dirais, cognitifs peuvent l'imaginer. Et donc, c'est surtout un support à l'expression pour partager une culture commune. Parce qu'on a besoin de démarrer de quelque chose pour favoriser les interactions. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok, super. Alors là, tu m'amènes à un autre point. Je sais que vous utilisez beaucoup la science et que vous étudiez, vous regardez, vous avez des GPS maintenant, vous avez accès à tout là. C'est fou là. Maintenant, tu peux voir le déplacement d'un côté, déplacement de l'autre, les tendances d'un joueur, etc. Enfin, c'est incroyable. Je pense que tu pourrais me sortir, tu pourrais prendre les statistiques que tu as envie de prendre en fait. Comment est-ce que tu utilises ça quand tu as tendance à voir des joueurs qui ont des caractéristiques en fait, j'ai pas envie d'entrer dans un détail en précis, mais comment est-ce que tu l'utilises ça? Parce que tu retrouves des données qui deviennent peut-être prévisibles. Est-ce que tu les vois évoluer? Est-ce que tu les vois bouger? Est-ce que tu veux les faire évoluer? Comment est-ce que tu travailles avec ça? Donc, on utilise les GPS et on a tout un système de données qu'on a intégré ici au club depuis 2 ans maintenant. Mmh. Donc, on a besoin d'avoir une analyse, je dirais, de la situation, des données physiques, par exemple. Donc, comment évolue un joueur? Qu'est-ce qu'il fait sur un terrain? De manière à avoir une forme de feedback sur ce qui s'est réellement produit du point de vue du GPS. Bon, il faudra prendre aussi en considération les erreurs de mesure, etc., parce que la qualité des outils
la manière dont on interprète ensuite les données, etc., etc. Bon, ça demande quand même de s'y pencher. Donc néanmoins, ces données-là sont donc les présences à l'entraînement, les groupes dans lesquels il a participé, les données Hooper, les données de RPE, enfin, les données GPS, etc., etc. Donc on compile tout ça et on en fait des tableaux de bord qui nous permettent à un moment de se dire bon, voilà ce que je vis avec mon joueur, voilà ce qu'il a de sa progression. Et puis, à côté de ça, on peut avoir 2 ou 3 tableaux de bord très synthétiques sur lesquels on a beaucoup travaillé, de manière à se dire, voilà, c'est ça aussi, ses blessures, sa dynamique d'entraînement, sa dynamique de haute accélération en compétition et à l'entraînement, etc., etc. Et ça permet de faire des allers-retours pour se forger quelquefois une opinion dans un staff sur telle ou telle hypothèse quand tu as des problèmes sur la progression d'un tel ou tel joueur, ou des difficultés qu'il rencontre à récupérer, ou des difficultés qu'il rencontre sur tel ou tel type de blessure. Donc ça rentre dans un circuit de décision, mais on ne pilote pas avec ça. Ok. Tu restes toujours encore, tu te sers de ça, mais c'est pas du tout c'est le cinquième œil, on va dire. Moi, je préfère ça. J'aime bien le rapport à la science, mais je suis plus intuitif comme coach. J'aime plus suivre l'athlète jour le jour. J'ai des schémas, des choses qui sont faites, mais j'aime bien comme dit François, ou c'était Claude qui disait ça, mon outil numéro 1 de la planification annuelle, c'est la gomme à effacer. Voilà. On recommence à chaque fois. Non, il y a le plan il est évolutif et c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'es pas figé, t'es toujours pas mal en évolution. Alors, évidemment, en France et partout dans le monde, on dit bon, c'est bien beau, Régis, tu as une belle conception de la formation, tu veux développer les joueurs, et leur donner le temps de grandir et éviter certaines pertes, parce qu'il y a beaucoup de pertes de joueurs je parle de ceux qui explosent bien plus tard qu'ils auraient l'opportunité de le faire dans les conditions qu'ils ont en France. Parlons résultats, parce que les gens doivent dire ça. Qu'est-ce qui se passe à Lorient alors est-ce que dans l'équipe professionnelle, on a des joueurs qui sont de plus en plus présents? Et est-ce qu'on exporte aussi de plus en plus de joueurs? Est-ce que c'est je sais pas si c'est une des caractéristiques du FC Lorient? Et je voulais rajouter aussi là-dedans, je parlais d'environnement tout à l'heure, l'héritage de Gourcuff. Donc c'est un monsieur qui a été là pendant des années et des années. Évidemment, on s'inspire, évidemment, je sais pas, tu vas nous le dire. Comment est-ce que tu t'es servi de ça pour avancer dans ton projet? Plusieurs questions là. Ouf, je t'ai shooté là. On va commencer par Christian Gourcuff. Ouais. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 2 ans, 2012-2014. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été une période très riche. Je suis venu à Lorient en grande partie par la rencontre que j'ai faite avec lui. Donc j'ai fait 2 rencontres pour venir ici à Lorient, celle de Christian Gourcuff et celle de Loïc Ferry, le président. Et Christian faisait partie des personnes que je voulais connaître parce que j'étais voisin. Moi, j'ai été 9 ans joueur au Stade Rennais, ensuite 8 ans éducateur au Stade Rennais. J'étais très marqué par la période rennaise. Et il y avait un voisin à côté là que je connaissais peu finalement parce qu'ils étaient dans la même ligue que nous, ok, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et il faisait quand même des choses assez différentes de tout ce qui se passait dans le paysage du foot français à cette époque-là. Ça a duré 25 ans quand même. Et donc, j'étais très intéressé par travailler avec cet homme-là pour comprendre la manière dont il pensait, ce qu'il touchait, ce qui organisait sa pensée, ce qui pouvait développer à l'entraînement ou dans la relation avec les joueurs, avec le club de manière générale. Donc, pour moi, ça a été important de travailler avec lui. Je m'en inspire sous certains aspects. On ne peut pas travailler au FC Lorient et faire fi d'un héritage de cette nature-là. Ça serait un non-sens. Pour toi, ça paraît évident, mais il y a beaucoup de clubs, il y a très peu de clubs qui cultivent ce genre d'héritage-là aussi. T'es un des rares, un des seuls qui cultive et qui continue à le faire. C'est pas tout le monde qui le fait. Tu m'expliqueras, c'est quoi, moi, l'héritage que j'ai au PSG en formation? Je sais pas, c'est pas la même chose que t'as pu avoir à Lorient avec un Gourcuff. Un exemple. Donc, Christian, il y a 2 idées sur lesquelles on a déjà un peu discuté. Là, il y a l'esthétisme, c'est-à-dire que le foot peut être beau à jouer et beau à apprécier.
Et donc, il m'en parlait très souvent. Quelquefois, j'étais même hyper surpris. On pouvait avoir perdu un match au Moustoir. Donc, j'allais le voir après les matchs pour essayer d'avoir son ressenti par rapport au moment de compétition. Et donc, il y avait des matchs qu'on avait perdus. Et puis, lui, dans le premier instinct, enfin, premier feedback qu'il me faisait, c'était ce 1-2 ou ce redoublement qu'il y avait eu dans la surface qu'il avait trouvé magnifique. C'est un peu surprenant. On venait juste de perdre le match, mais ça s'entend. Et puis, ça s'entend aussi sur l'aspect interrelation. C'est-à-dire que la relation de technique, de feeling, de ressenti entre 2 joueurs ou 3 joueurs, elle était essentielle pour lui. Et donc, moi, je crois beaucoup à ces 2 idées-là. Donc, à ce qu'est le FC Lorient d'une certaine qualité de jeu qu'on pourrait apprécier, on pourrait prendre du plaisir à regarder ce football qui est joué par 11 joueurs. On enlèverait les maillots, on se dirait c'est quand même une équipe du FC Lorient. Et aussi donc, de la qualité des relations qu'entretiennent les joueurs. C'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire ensemble, qu'ils ne seraient pas capables de faire tout seuls. Donc, j'ai vu des déséquilibres sur des côtés latéral, milieu côté excentré que j'avais jamais vu avant que je vienne au FC Lorient, et avec des joueurs qui faisaient des choses que j'avais jamais vues. Voilà. Dans la qualité de la relation, des Guerrero, des Jouffres, des Barthelmé, par exemple. C'était magnifique à voir jouer. Donc, eux, tout seuls, ils ne peuvent pas créer le déséquilibre et aller centrer. À 3 contre 4 ou 5, ils arrivent à le faire. Ça, c'est très Christian Gourcuff. Est-ce que tu penses que le responsable, un des responsables de ça, c'est le pédagogue, l'entraîneur, qui, par sa joie de vivre, celle que tu décris, le plaisir qu'il a à kiffer ces moments de football, qui sont des purs instants de football, ben, il le transmet aux joueurs. C'est certain. Est-ce que le footballeur du FC Lorient est encore plus heureux que d'autres, tellement il apprécie la culture et la façon dont on joue? Parce que ça compte dans le développement et ces connexions de 3 contre 5, comme tu viens de décrire. L'enthousiasme, la joie à pratiquer est essentiel. C'est un jeu, donc je m'amuse à jouer avec les autres. J'irai même pas contre les autres, parce que l'adversaire, il est avec toi aussi d'une certaine manière. Tu le respectes en tant que tel. Et c'est parce qu'il est même fort que toi, tu vas devenir meilleur et tu vas devoir créer encore quelque chose de supplémentaire pour pouvoir le dépasser. Donc, oui, la joie, l'enthousiasme, le plaisir, ce sont des moteurs indispensables. Et quand les centres de formation peuvent aussi, par les rythmes d'entraînement, parce que c'est aussi associé avec un parcours en lycée. C'est aussi associé avec une adolescence qui est en train de se construire. C'est exigeant. Donc, c'est extrêmement exigeant en termes de volume de travail. Peut-être moins que certains sports sur la dimension énergétique, mais quand même, il y a une concurrence qui est permanente. Il y a le fait d'être jugé en permanence tous les week-ends. J'ai fait un bon match, j'ai pas fait un bon match. Qu'est-ce que pense le coach? Est-ce que c'est bon pour ma carrière, etc., etc. Fait qu'à un certain moment, cette joie ce plaisir, cet enthousiasme peut diminuer. Et là, on est en grand danger. On est en grand danger sur l'épanouissement du garçon. On est en grand danger sur sa croissance. On est en grand danger sur ce qu'il va pouvoir aussi réaliser en tant que footballeur sur un terrain. Ouais, c'est vraiment, vraiment primordial. Je la cite souvent, celle-là. Ça a beaucoup fait rire François. Yannick Noah qui disait que le bonheur ne suit pas la performance, il la précède. Je trouve ça super juste. Tu sais, je vais partager une anecdote avec toi. Bon, ça a l'air tellement quasi naturel chez toi. Je sais pas si c'est tous les coachs de foot qui sont comme ça. Moi, je sais que dans notre métier, on est très critique. On est très très technique. Pas comme beaucoup de sports, mais bon, je trouve que ce qu'on fait, c'est hyper demandant et hyper technique. Donc, faut avoir un œil sur tout, regarde chaque petit détail quand il nage, et c'est très différent d'un athlète à l'autre, évidemment. C'est ça qui est magnifique dans ce qu'on fait. Mais je me suis retrouvé trop souvent dans la critique. Au lieu de juste être capable de prendre du recul. Bon, aujourd'hui, avec l'âge, j'arrive heureusement à le faire de mieux en mieux. Et juste triper, de regarder évoluer, nager, quoi. Je trouve que c'est magnifique. Juste l'exécution, la qualité de la glisse, comment ça se déplace, c'est beau. Faut pas oublier que c'est beau, qu'on est aussi là pour prendre notre pied, quoi. Moi, je veux pas que tu me prendras, j'aimerais ça que tu me prennes à défaut de me retrouver à faire la gueule plus qu'une journée dans une compétition ou dans un camp d'entraînement, parce que ça devrait pas être le cas. Oui, tu peux être concentré, mais t'as le droit d'être heureux et puis de le dégager, parce que les athlètes se nourrissent aussi de ça. Et j'aime bien cette partie-là, parce que je trouve que la connexion Gourcuff que tu décrivais, et puis la passion qu'il avait de parler de ces
petits moments de jeu qui sont magnifiques, qui lui le font, mais le sublime. Mais c'est sûr qu'il a touché des athlètes comme ça. J'ai lu quelque part que le rapport à la passion du footballeur français par rapport à son travail était kiff-kiff un petit peu. Qu'il y avait plus des joueurs qui étaient plus en mission pour s'accomplir et penser à ce qu'il pouvait y avoir en arrière que des joueurs qui restaient des passionnés de football. Moi, quand j'écoute Karim Benzema parler de football aujourd'hui, ou même Thierry Henry, c'est un plaisir. Ils en parlent d'une façon complètement différente. Est-ce que c'est pas vraiment le cas de tous les joueurs? Qu'est-ce qui manque Enfin, est-ce que je me trompe déjà? Est-ce que Bon, je sais pas trop pour les autres joueurs d'autres clubs. Ce que je peux dire, c'est que nous avons une responsabilité, nous, en tant que formateurs, éducateurs. Donc, on parlait tout à l'heure du résultat. Le résultat peut tuer cette connaissance du jeu, ce plaisir, cette créativité, ce- cette envie de jouer au football, de jouer au football. En tout cas, moi, ce que j'ai pu noter dans la passion du football, c'est que on doit éduquer à la connaissance de ce jeu. Donc, on en a une connaissance, je dirais, presque instinctive dans la mesure où on y joue très tôt, tous, à un moment ou à un autre, y compris les nageurs, je crois, ouais, les basketteurs, les handballeurs, les volleyeurs, ouais, tout le enfin, monde. Mhm. les rugbyman. Et à un moment, le ballon, il arrive dans les pieds, là, et puis tu dis, tiens, je vais en faire quelque chose. Pour autant, ensuite, s'y développer dans un accès, je dirais, haut niveau, en tout cas pour faire de la compétition, ça demande des connaisses, ça demande de l'ouverture et ça demande un bagage culturel. Et donc, nous, éducateurs, on a un rôle pour expliquer aux joueurs, enfin, pour les éduquer à la compréhension de ce qui se joue sur un terrain, aux opportunités qui y résident, aux menaces que peuvent faire planer les adversaires, pour apporter du sens à tout ça, en fait. Et je crois que le sens nourrit aussi la joie de pratiquer. Parce que je sais ce que je fais, je sais ce que je pourrais faire, je sais comment on pourrait s'associer. Je sais qu'on pourrait éventuellement trouver ces opportunités chez l'adversaire. Ça nourrit l'imaginaire et ça nourrit justement l'idée, enfin la volonté de comprendre et d'aimer ce jeu. Parce que ce jeu, il est d'une complexité, d'une imprévisibilité, d'une intensité qui est phénoménale. Alors, tu vois, on dit ça. Alors les mecs, les gens avec qui on discute, moi, bon, je parle beaucoup de P1, je parle beaucoup de P2, je parle beaucoup de création avec mes coachs. Ils disent oui, oui, mais c'est quoi la limite en fait? Hein? C'est quoi la limite où toi tu diriges, où tu arrêtes la direction et tu laisses la création? La limite est fine. Je trouve que pour moi, c'est un défi permanent, même pour moi en tant que coach, tous les jours. Des fois, j'ai quasiment envie de leur donner la solution, parce qu'on les a. Je me retiens fort, parce que tu t'essayes, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Mais c'est quoi la limite? C'est quoi la limite entre les deux? Qu'est-ce qui peut être imposé dans le développement? Quels sont les basics? Puis c'est où que tu laisses en fait plus d'écart? Sur un terrain de football, en tout cas, c'est une illusion de penser qu'on dirige le joueur. On le perturbe potentiellement, mais on le dirige pas. Je suis très content de la réponse que tu viens de me donner. Est-ce que tu as beaucoup d'entraîneurs qui répondent comme toi là-dessus? Je sais pas, je sais pas. Donc en fait, Donc il n'est à pas dans la partir du boîte moment alors, le où joueur. Jamais. Il est c'est pas jamais dans une possible, boîte. c'est pas possible. Tu peux l'empêcher d'être ce qu'il est, ce qu'il souhaiterait, ce qu'il devrait devenir par rapport à toute sa singularité, mais tu peux pas le diriger. C'est pas possible. Tu peux le Donc perturber. t'es pas un entraîneur qui gueule sur le bord du terrain. Non. Non, après, je peux réagir à des moments du jeu. Je me suis vu parler à un joueur pendant qu'il avait le ballon et le regretter. Je dis, en fait, c'est moi qui ai fait le choix à sa place. Ouais. En Il fait, est il m'a là le pas laissé challenge, tu vois, choisir. c'est ça, c'est Hein. ça. En fait, il m'a pas Dans le laissé moment. choisir. Après, là, j'arrive à presque 20 ans d'entraînement maintenant. Donc, j'ai fait aussi. Il faut laisser la place aux éducateurs de se tromper, n'oublions pas. Hein. C'est-à-dire que nous aussi, on doit faire notre propre expérience. On doit, dans l'accompagnement des athlètes, des joueurs, enfin, tout est différent. Donc, on doit faire nos erreurs, nos réussites, mais les réussites qu'on a faites avant ne seront pas les recettes pour faire réussir celles d'après. Donc, enfin, ça, c'est un des points sur lesquels j'ai eu beaucoup d'expérience sur le fait d'influencer un joueur porteur de balle, par exemple. Et ça a pu marcher quelques fois, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une perturbation. Donc, les Espagnols, d'ailleurs, disent qu'il ne faut jamais parler au porteur de balle. Jamais. J'aime ça.
J'aime ça, Il ne faut pas parler au porteur de balle parce qu'il est dans un tel flux d'informations, il est tellement immergé dans ce qu'il a à réaliser et à résoudre que si toi, tu viens juste impacter par la voix, tu viens juste le perturber, laisse-le. Il est immergé dans l'activité, dans son action. On pourra revenir après sur l'analyse, bien sûr. L'analyse, nous, on fait énormément de vidéos, des retours après action pour discuter ce qui s'est joué, en sachant que la caméra, c'est la même chose. La caméra, elle est à 10 mètres de hauteur, à 12 mètres de hauteur. Elle n'est pas avec le joueur dans l'activité, dans l'émotion, dans la fatigue, dans le flux d'informations. Elle apporte juste un autre regard. Mais ce regard-là, si on arrive à le croiser en disant, dans cette situation-là, il y a des choses que tu aurais peut-être pu saisir. Tu n'as pas vu pour l'instant parce que tu n'y es pas sensible. Mais maintenant qu'on est en train d'en parler, peut-être que tu seras sensible la prochaine fois. On développe ça, on touche à ça. Voilà. Donc plutôt ouvrir des opportunités d'action qui pour l'instant ne font pas sens pour le joueur, plutôt que de lui dire il faut jouer celle-ci. Non, là c'est peut-être la réponse à cet instant-là, mais la situation qui ressemble beaucoup et qui va se produire 10 minutes après. Il y a juste peut-être 1 mètre d'écart par rapport à un joueur et peut-être que c'est complètement différent en fait. Et donc la solution qui a marché juste avant, c'est plus la même. Il faudra saisir. J'aime beaucoup ça. Tu sais, je fais une comparaison avec mon métier. Où nous, tu l'as certainement fait aujourd'hui. Donc tu parles à tes joueurs avant les matchs. Le ton, la façon dont tu t'adresses à eux, les circonstances t'amènent à choisir plus ou moins prendre tes choix, les choix que tu veux faire pour pouvoir t'exprimer. Mais moi, au début, j'étais très, et beaucoup d'entraîneurs sont comme ça. J'étais très, je rappelais toutes les petites choses. Ok, pense à ça. Ok, ok. Aujourd'hui, peut-être 1 point, mais c'est très léger. Ça se finit plus par une blague qu'autre chose. Ou, tu sais, let's go, allons nous amuser. Tu sais, c'est ton moment de création. Moi, je suis prêt à. Moi, j'appelle ça, c'est un jour de fête, la compétition. C'est un jour de fête. Je vais pas faire la fête. Je vais pas faire la fête en faisant la gueule. Tu sais. Donc, j'essaie vraiment d'être plus de ce bord-là qu'avant. Avant, c'était vraiment pour toi, en fait, que je faisais ça. Je voulais me rassurer. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'entraînement, je faisais plus de choses pour moi que pour eux. En tout début de carrière. Et en faisant évoluer ça, je pense que les résultats sont en de l'autre bord parce que tu fais les choses pour eux, pas pour toi, à la base. Mais c'est très dur, la ligne est fine. T'as vu quand t'es dans ton match, tu me parles tout à l'heure, t'es pris par l'émotion. Ouais, merde, j'aurais pas dû lui dire, mais c'est super ça difficile. C'est le challenge. C'est le challenge, c'est ça qui est beau dans ce boulot. Des fois tu vas le dire, des fois tu vas pas le dire, des fois tu diras plus jamais, mais tu vas te faire reprendre parce que il y a un rapport à l'émotion qui veut pas vient te chercher. Ouais, et puis laissons-nous la possibilité en tant que coach aussi, on a un rôle à jouer. Il faut pas l'oublier, ce rôle il est extrêmement important. C'est un rôle pour permettre aux joueurs justement ou aux nageurs de donner le meilleur de lui-même aussi ce jour de compétition. Et donc on peut être ressource, on peut être soutien, on peut être motivant aussi à certains moments pour aller chercher un petit peu plus d'activation parce qu'il en manque. On peut être l'agent qui va faire la liaison, la relation avec d'autres joueurs, qui va permettre aussi une meilleure prise de responsabilité. Donc on a un rôle très important. Mais il doit pas être celui de prendre la place ou d'avoir l'illusion que je vais le faire à la place. En fait, il faut vite dépasser c'est la réaction d'un coach qui débute, et je l'ai été aussi. Mais du coup, de faire des rencontres comme celle qu'on a faites tous les deux, ça aide à réfléchir à cette performance parce qu'à un moment, on le perçoit qu'il y a un problème. Au bout de 5, 6 ans, 7 ans d'éducateur, tu dis, bon, j'y suis allé, hein. J'ai essayé de diriger, de donner un modèle de jeu. C'est simple, mais franchement, il y a juste à faire ça et on va gagner le match. Et puis tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui dysfonctionne. Il y a des trucs là qui ne marchent pas. Et comme on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de s'arrêter pour réfléchir à la performance humaine, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un livre magnifique, qui est aussi un de mes livres de chevet, eh bien, l'intuition, on ne la nourrit pas d'idées, enfin de mots et de concepts. Et donc, on reste un petit peu en superficie, on se dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais quand même. Et le jour où tu vas un peu plus loin, et moi j'ai eu l'occasion de faire cette magnifique rencontre avec Claude, et ça te permet de t'aiguiller dans cette intuition initiale où tu te dis ça ne marche pas ce plan, ça ne marche pas cette côté directif. Le joueur il se développe, c'est lui l'acteur du jeu.
Et il nous aide à avancer dans cette nouvelle conception de la performance. Et c'est qu'un premier pas parce que c'est difficile, aussi en tant que coach. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup d'entraîneurs qui comprennent pas ce discours, avec qui j'échange. Est-ce que tu te heurtes un petit peu au même système? Est-ce que tu as des entraîneurs avec qui tu échanges qui comprennent pas du tout ou qui prétendent? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils le font, mais ils le font pas en fait. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ouais, ils s'expriment. Ouais, mais ouais. Tu diriges plus qu'autre chose en fait. Tu es plus le chef d'orchestre qu'autre chose. Alors, les grands chefs d'orchestre ne dirigent pas, hein. Ils Non, permettent l'expression des musiciens. c'est Il y vrai. avait un magnifique reportage là sur Arte il y a quelques temps qui parlait de ça. Oui, enfin, entre le dire et le faire, le gap, il est énorme. Ça, c'est sûr. Moi, je mesure encore tous les jours de la difficulté d'être celui qui permet l'expression. On parle tout à l'heure, tu parlais de l'avant-compétition, par exemple. Qu'est-ce que c'est difficile de bien calibrer cette avant-compétition pour nourrir l'athlète ou le joueur d'informations utiles à la résolution de problèmes et en même temps ne pas l'aiguiller sur des mauvaises pistes ou le perturber par des informations qui ne lui seront pas utiles. C'est super difficile. C'est un gros challenge. C'est super difficile. C'est un gros challenge, mais c'est ça qui fait la beauté du truc aussi. Hein. C'est les erreurs, c'est les petites erreurs que tu fais qui te font repartir, les moments de réflexion là. Moi, je trouve que récemment, je me faisais une réflexion là. Professionnellement, j'ai pris la tête du club dans lequel je travaillais depuis 12 ans. Donc, je me suis trouvé entraîneur-chef de ce club de natation là. Et puis, je prends conscience plus d'un truc qui est... Puis je t'en parlais tout à l'heure au début parce que j'ai échangé un petit peu avec Claude là-dessus. Mais tu peux très vite ressentir une certaine forme de pression parce que il faut que tu délivres des résultats tout de suite. Mais la vue globale qu'il faut garder t'aide toujours, comme tu disais, off, à garder la tête un petit peu plus hors de l'eau, puis garder une certaine vision globale de tout ça pour continuer à avancer, pour être. C'est pas évident parce que t'as plein de challenges qui viennent se mettre là-dedans. Toi, tu diriges des joueurs, tu diriges une équipe, et puis chaque petit détail compte. Il suffit qu'il y ait une de tes personnes qui a une interaction humaine avec tes joueurs qui est un peu trop, ou qui s'immisce un peu trop dans leur vie privée, ou qui disent pas les bonnes choses, ou qui doutent n'importe quelle petite chose peut venir perturber tout ça. Je pense que tous les détails comptent. Tous les détails comptent là-dessus. Bon, écoute, ce qui nous ramène un petit peu à nous, ce qui nous ramène à cette conversation aussi, en plus du sport, donc c'est Claude Fauquet et la natation. C'est Claude qui nous a un petit peu connectés. Thibaut aussi, d'abord. Les deux en même temps, on va dire. Et puis, je voulais savoir, en fait, Claude Fauquet, qui a été un des grands dirigeants de la natation française et un des responsables des beaux succès qu'on a eu de 2004 à 2012, même si de 2008 à 2012, il n'en faisait plus partie. Il a travaillé avec toi, vous avez collaboré pendant... vous collaborez encore? Encore, ouais. Encore. Depuis voilà. 2015. Depuis 2015, donc... Parle-moi un petit peu de l'apport de Claude dans ton quotidien et dans l'entraîneur que tu es devenu aujourd'hui. C'est un apport majeur. C'est une transformation. Donc, en premier lieu, je veux bien raconter encore une fois la genèse de cette rencontre. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais de cette intuition que le footballeur auquel je participais à la formation de footballeur à Rennes pendant 8 ans et encore à Lorient pendant 3 ans. Et je me disais, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose et j'en ai une responsabilité, j'en suis intimement persuadé en tant que formateur. Donc, j'étais formateur avec des 19 ans. Je le suis maintenant en tant que directeur de centre avec des 17 ans à l'époque, maintenant avec la réserve. Donc, les difficultés que rencontrent les joueurs pour un accès très haut niveau, elles sont vécues de la même façon à Rennes et elles sont vécues de la même façon à Lorient. Alors que les systèmes ont bougé, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ici, j'avais la connaissance intime de tout ce qui se jouait. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui me revient là-dedans. Nous, en tant que formateur, on a un rôle à jouer. Et donc, j'étais quelqu'un qui était toujours dans l'innovation, c'est-à-dire essayer d'améliorer chaque année un peu plus, mettre un peu plus de vidéos. Là, je vais faire un petit peu je vais rajouter des choses sur la frappe de balle. Là, on va faire un peu plus de tactique, mettre un peu de jeu de position, ce qu'on veut, d'accord ? Et pour autant, le problème, il n'est pas résolu. Et donc, je me dis, il faut que je parle avec quelqu'un. À un moment, il faut que je fasse une rencontre. Donc, je décide de chercher quelqu'un qui m'aide à penser peut-être différemment. Et donc, je me dis que dans un autre sport, potentiellement, ça serait une bonne idée. Et puis, Internet, tout simplement. Et puis, je cherche, tac, je tombe sur Claude Fauquet.
que je connaissais à peine à l'époque, célèbre par ces fameux minima. Alors, si on reste un peu à la surface, on sent bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé auprès des nageurs à l'époque et qu'il a été aussi à l'origine de transformations majeures du point de vue de l'appréhension de l'ensemble du dispositif. Alors, ça a été en tant que directeur des équipes de France, ensuite en tant que DTN, ensuite il a été à l'INSEP. Donc, je fais sa rencontre. Et puis, en premier lieu, sur la personnalité, ça match. Et je crois qu'il faut que ça fonctionne aussi de ce point de vue-là, la relation. Donc, et les joueurs, c'est pareil. Si la relation avec les coachs, c'est pareil. Si la relation, elle fonctionne pas tout à fait, c'est plus difficile d'avancer. Et là, ça a fonctionné tout de suite. Et ensuite, sur la conception de la performance, c'est ce qui m'a apporté depuis 2015, ce qu'il a apporté à la structure depuis 2015, au FC Lorient depuis 2015, et à l'entraîneur que je suis, c'est majeur. Et ça continue tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne me laisse pas un instant me reposer. Je lui dis quelquefois, t'es dur, un mot, 2 phrases, enfin je peux pas aligner 3 mots ou 4 mots sans que j'ai déjà un froncement de sourcils. Tu dis tiens, j'ai peut-être fait un petit écart sur ce truc-là. Et j'apprends à parler le Claude Fauquet entre guillemets. C'est plus difficile que l'anglais. Ouais, mais qu'est-ce que c'est jouissif d'un point de vue de développement personnel, de ce que ça apporte forcément à la structure, dans la relation avec les collaborateurs, les collaboratrices. Ici dans l'équipe, on a une ambiance qui est géniale. Et ce que ça apporte aux joueurs à la fin. C'est surtout ça qui est important. Est-ce qu'il t'a nourri il a permis de te nourrir en termes d'apprentissage, en termes de structure? T'as-tu amené des changements tout de suite dans ta structure et dans ton développement que tu voulais amener tout de suite? Ou il t'a nourri plus sur les réflexions, le type de réflexion que tu veux mener par rapport à justement, ce football que tu veux développer? Je crois que les deux avancent de pair, c'est-à-dire l'homme que je suis et le professionnel. Les deux avancent de pair. Le changement majeur, c'est cette situation de compétition au démarrage. Ça, pour moi, ça a été presque un choc. C'est-à-dire, j'y suis depuis autant de temps. J'étais pratiquant, j'étais entraîneur, et je ne me suis pas arrêté 10 minutes pour réfléchir à ce que ça signifie, ce moment de compétition. Donc, quand tu dis que ça signifie le moment de compétition, je rappelle, pour ceux qui nous retombent et qui vont peut-être tomber sur l'émission live tout de suite, là, Claude, Bigrel, la première analyse qui doit être faite quand tu regardes un athlète, tu veux essayer de le comprendre, déjà, c'est en compétition. C'est dans son espace d'expression ultime. Donc, c'est là que tu vas pouvoir voir l'athlète. Donc, toi, tu es en train de me dire qu'après 28 ans de football, toute l'expérience que tu as, tu t'es replongé. Je m'étais pas arrêté longtemps. C'est bien, parce que tu as l'honnêteté de le reconnaître, puis tu as eu l'honnêteté et le courage de t'y plonger. Oui. Donc le pratiquant que j'ai été avait aussi plein de feelings, plein de sensations. Et puis aussi, on fait des ponts parce que donc je m'intéresse beaucoup aux méthodologies dans d'autres pays. Et je lis les bases conceptuelles de la périodisation tactique, c'est le Portugal. Je lis les bases conceptuelles de l'entraînement structuré, c'est le Barça, c'est l'Espagne. Et il parle de ça. Il commence par se poser la question de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur, et donc on définit donc la situation de compétition, la performance, le talent, on peut peut-être à ce moment-là se dire, on va pouvoir commencer maintenant à discuter du développement du joueur. Oui, mais sans avoir fait l'économie, absolument pas, de ce qui constitue l'activité, son environnement, et finalement comment on va réussir effectivement à être un bon footballeur. C'est quoi être un bon footballeur? Donc c'est ça le point de départ, le plus important. Et là aussi, donc ça pose de sérieux problèmes d'identité professionnelle, tout de suite. Parce que quand je suis depuis 20 ans, moi et puis mes collaborateurs, dans un mode d'action qui m'a construit, qui m'a consolidé, où j'ai aussi besoin de confiance, et que tu te fais impacter par une autre vision, tu n'es pas du tout sûr d'avoir envie de te fragiliser pour réfléchir à ça. Parce que c'est vraiment l'identité professionnelle qui est touchée, et probablement plus. Là, donc tu as été plus dirigeant dans ta méthodologie que tu es aujourd'hui. Dirigeant, c'est-à-dire? Tu as plus dirigé tes athlètes, quand on parlait de direction tout à l'heure. Au début, oui. Ouais. Au début, oui, et aujourd'hui, tu n'es plus là. J'ai beaucoup évolué.
Voilà, donc cette bascule-là se fait avec Claude? Oui, elle est accompagnée par Claude, OK, indiscutablement. OK, Ouais. OK. Et comme tu dis, c'est difficile, c'est le challenge de beaucoup d'entraîneurs parce que ça remet en cause, en fait, ça remet en cause ton gagne-pain. Tu dois te soumettre à une façon d'aborder tes problèmes et ta discipline au quotidien complètement différente de celle que tu as fait avant. Et quand tu le Mm. réalises, bah, il faut sacré courage pour te dire, bon, ben, ok, je vais aller là. Je suis pas sûr, mais j'y vais parce que l'autre, tu as quelque part quelques garanties sur lesquelles tu te rassures. Il y a beaucoup de Mm. choses. En fait, quand je t'ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup de choses pour nous. Je pense que tu me rejoins pas mal, hein. Oui, et pour nous, et parce qu'on pense aussi qu'on fait bien. Enfin, je crois que il n'y a pas à remettre en question, enfin, à faire culpabiliser les entraîneurs ou les éducateurs. Ils ont la conviction que c'est la meilleure chose à produire. Mais il faut en fait, il faut s'ouvrir. Il faut créer les conditions de cette ouverture aussi, parce que beaucoup de structures ne le permettent pas. Soit parce qu'il y a pas d'endroit pour réfléchir aux problématiques de l'entraîneur, soit parce que la pression du résultat t'empêche de le faire. Et ou, des fois, les deux sont combinés. Et à ce moment-là, c'est terrible. Et c'est les joueurs qui trinquent à la fin. Donc, il faut aussi un environnement propice à ce type de réflexion. Et franchement, pour le coup, le FC Lorient, de ce point de vue-là, c'est un environnement incroyable. Donc, Ouais, la ouais. direction, le président, les coachs pro qui ont été ici, les DG, la direction sportive, ça nous permet vraiment d'avancer et de prendre le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour nos enfants. En fait, ce sont nos enfants et on travaille avec eux pour leur épanouissement. Et il faut avoir ce loisir-là, enfin, cette possibilité-là. Et c'est plutôt rare. C'est des environnements qui sont plutôt rares, il me semble. Tu les encourages, tes jeunes, à pas, j'imagine que oui, je te pose une question à 1 dollar, là, je m'excuse, mais bon, je te la pose. Tu les encourages, tes jeunes, à ce qu'ils vivent soit pas vraiment une fin en soi, c'est-à-dire que dans le sens où vivez-le, oui, il n'y a pas de promesse, vous serez peut-être pas tous pros, mais c'est exceptionnel ce que vous faites, parce que c'est exceptionnel, vous êtes c'est des micro-personnes là-dedans, hein, par rapport à tous les jeunes, c'est fabuleux ce que vous Absolument. faites, donc si ça arrête à 18 et que tu passes ton bac et que tu fais autre chose, t'as pas échoué là, t'as vécu quand même quelque chose d'exceptionnel. Comment est-ce que tu passes ce message-là euh, dans ta formation, en fait, dans On son le dit très formation? tôt, je crois que c'est la première journée de chaque saison. On parle de ça. Qu'est-ce qui nous réunit? On est là, on vient de démarrer cette nouvelle saison, on est dans l'amphi, là, on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on partage? Et donc, on commence par dire ça. Donc, on partage le plaisir du football. C'est une activité qui nous réunit. Avec la Nationale 2, on se dit que vous êtes des joueurs, vous êtes des exceptions dans cette, comment dire, dans ce nombre incroyable de licenciés qu'on a en France, hein, il y en a énormément, et vous en êtes une toute petite élite. Donc, vous avez mérité d'être là. Et on va faire en sorte que cette année se passe du mieux possible pour tirer le maximum de notre potentiel. Et on pense que l'équipe va nous aider à ça. C'est-à-dire que notre objectif en tant que centre de formation, c'est qu'il y ait 1, 2 ou 3 joueurs chaque année qui puissent postuler à l'accès professionnel. Donc, on en a depuis, peut-être c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, Je vais revenir, vas-y. je pourrais y revenir. Et donc, certains parmi vous auront la possibilité d'y aller. Et si on le fait en équipe, ce sera encore mieux. Et ce sera plus facile d'y parvenir. Donc, parce que aussi, le footballeur, c'est un jeu d'interaction, il y a le soutien, etc., etc. Et pour les autres, vous allez continuer à avancer. On va vivre une aventure ensemble qui vous permettra de prendre du plaisir, de se développer, de surmonter des obstacles, parce que c'est dur, avant tout, c'est dur, hein. Il y a du plaisir, mais c'est aussi difficile. Et il y aura un après. L'après, il est au FC Lorient, il est dans d'autres clubs, il est dans d'autres activités, les activités professionnelles, ça mène à tout. Quand on est dans ce type de projet et qu'on le fait de manière, je dirais, structurée et épanouissante, ça sert pour toute la vie. C'est super important de leur expliquer et de revenir dessus parce que souvent il y en a qui s'arrêtent et qui ont ce rêve-là, mais le- les entrées, les personnes qui vont passer dans les mailles du filet, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu me dis 2 à 3 professionnels par an qui sont capables de monter, ça veut dire que le ticket est très très rare. Euh, je vais te poser une autre question et là je vais directement bifurquer vers complètement un petit peu autre chose. On va parler de formation. Je sais que tu es rentré finalement dans ta formation, dans ton diplôme d'entraîneur professionnel. Euh, euh, et puis, bon, ben, je sais que ça a été un petit peu une galère
pour y arriver. Parle-moi un petit peu de ça et puis du challenge que c'est pour toi, parce que j'imagine que est-ce que en fait comment est-ce que vous êtes vu vous d'un point de vue fédéral, ta philosophie de formation puisque tu fais. Le FC Lorient en Quand Régis formation Lebris arrive devant les ouais. Raymond Domenech et compagnie, là, devant la direction technique, bon, bah, ok, va falloir que. Ils savent qui t'es, en fait, et comment tu travailles. Comment est-ce qu'ils le voient? Il faudrait leur demander en premier lieu, mais moi, j'ai une bonne relation, voire très bonne avec les membres de la fédération, de la DTN en particulier. Après, la fédération, c'est une grande, grande machine. Donc, c'est Franck Tivillier aujourd'hui, formation du BPF, c'est Daniel Rouxel, c'est Francis Gillot, c'est beaucoup d'autres entraîneurs nationaux avec le formateur et les sélections nationales. La relation, elle est bonne. Donc, ensuite, le FC Lorient a ses particularités, mais je l'évoquais tout à l'heure. Hein. Chaque club a ses particularités et ses modèles. Donc, je le considère ni meilleur ni moins bon qu'un autre. On a juste pris notre voie et on l'assume. Et on se dit que c'est de cette manière-là qu'à Lorient, on aura les meilleures possibilités de devenir les meilleurs de ce qu'on est capable de réaliser. C'est ça que je dis. Donc ensuite, cette formation du BEPF, donc ça vient 10 ans après la dernière formation que j'ai faite, c'était le formateur qui permettait d'être éligible à la direction d'un centre de formation. Je l'avais fait à Rennes entre 2010 et 2012. On est en 2022, c'est 10 ans après. Voilà, ça fait partie de mon parcours et de mon évolution. C'est-à-dire que j'avais envie de continuer à me former. Donc, j'ai une formation quasiment en continu. On a expliqué tout à l'heure les modalités. Mais j'avais aussi envie d'échanger avec d'autres personnes. C'est une formation qui est intense. C'est une semaine par mois pendant 13 semaines, plus un stage à l'étranger. Ça amène, on y vient en se pose des questions. On a une partie des réponses, quelquefois, mais c'est surtout un chemin personnel, d'évolution. Okay. Et donc, ça me fait avancer. Et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'accéder en France à cette formation-là? La Fédé a voulu faire quelque chose qui corresponde, je pense, aussi à une potentialité d'employabilité. C'est-à-dire qu'ils forment 10 entraîneurs par an. On a 40 clubs professionnels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et encore 16 ou 18 de national. Donc, ce sont les entraîneurs professionnels. Donc, je pense c'est un premier niveau de réflexion. Ensuite, il y a la volonté de faire quelque chose de qualité et dans lequel il y a un investissement très fort de la DTN pour former les entraîneurs qu'ils ont choisis. Donc, ça rend cette formation très exclusive et pas facile pour y rentrer. C'est une réalité. C'est dommage parce que si moi je suis français, un jeune coach, un jeune ancien joueur qui veut devenir coach et qui trouve ça trop compliqué, il a pas, parce qu'il y a les lettres qui doivent être écrites par les présidents, etc. Enfin, il y a plein de petites étapes qui doivent passer là-dedans. Mettons, moi j'ai pas les contacts, je m'en vais au Portugal, je me passe le diplôme d'entraîneur là-bas. T'as le droit de venir pratiquer après, non? Oui. Donc, l'harmonisation européenne permet aujourd'hui de passer le diplôme en Espagne et puis ensuite d'entraîner en France. Il y a quelques restrictions quand même, parce que il faut être sur le sol dans lequel tu es en train de passer ton diplôme, ou des exceptions pour les très grands joueurs, pour pouvoir faire, en tant que Français, faire une formation à l'étranger. Ok, c'est quand même assez exigeant quand même de ce bord-là. Ok, alors j'avais posé une question tout à l'heure. Je reviens au FC Lorient, donc on parlait de résultats. Parle-moi un petit peu, et puis je veux pas faire d'ombre à tous les autres joueurs que tu dois respecter certainement, dont tu te souviens certainement de tous, ou beaucoup. Mais là, j'aimerais ça que tu me parles de ceux qui sont passés dans tes mains, à qui tu as permis d'avancer et puis d'évoluer vers ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des joueurs professionnels. Alors, on peut parler un petit peu, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de Guendouzi, de Meslier, qui est aujourd'hui à Leeds United. Parlons des bons coups parce que les gens ils vont dire ouais mais c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi les résultats? On est toujours là-dessus, le résultat. Bon, ok. Alors le résultat, c'est aussi les meilleurs joueurs que tu as pu sortir. On n'a pas le choix que d'avoir des résultats. Enfin, notre compétition en tant que formateur, c'est d'avoir ces jeunes joueurs-là qui à un moment performent au plus haut niveau, ont une valeur sportive indiscutable, qui ensuite, il ne faut pas inverser les choses, aura une valeur financière par le jeu des transferts.
Si moi je raconte tout ce que je raconte là aujourd'hui et que j'ai pas de joueur qui performe à ce niveau-là, T'es mort. le président il ne garde pas longtemps et il aurait raison. Donc le résultat fait vraiment partie du jeu pour le coup. Après, c'est de savoir comment on veut y arriver. Donc les joueurs qui aujourd'hui qui sont un peu l'étendard de ce qu'on est en train le point sur lesquels on est en train de travailler et de discuter depuis tout à l'heure, c'est donc le premier je dirais en formation. Formation, c'est cycle complet, quoi. C'est-à-dire, je suis rentré à 16 ans ou avant, en pré-fouet en école de foot, et ensuite j'arrive chez les pros et je fonctionne. On a eu pas mal de réussites sur de la post-formation, c'est-à-dire des joueurs qui arrivent un peu plus tard, type Pierre Vamel ou Denis Bouanga, par exemple. Ce sont deux joueurs qui sont arrivés en cours de dispositif, plutôt à 19 ou 20 ans. Ils ont travaillé avec la réserve, 1 an, 2 ans, ils étaient plutôt en échec ailleurs ou entre deux eaux. Et par notre système par l'intermédiaire de notre système de développement, ils se sont épanouis et ils font des belles choses. Donc, en formation, le premier, c'est c'est né en 98. Moi, quand j'arrive ici, je travaille avec les 13 ans de l'époque. Quand j'arrive en 2012, ils sont nés en 2000. Donc, c'est Enzo Lefebvre aujourd'hui. C'est Ilan Mélier. Ils étaient 13 ans. Ils étaient déjà au club. Et les U16, ce sont les joueurs nés en 98. Et donc, j'ai Alexis Claude Maurice, qui arrive en 2013. Il joue à Nice aujourd'hui, c'est ça? Alexis, c'est un excellent joueur. Vraiment. Donc, il a eu le malheur de se blesser l'année dernière. Il s'est fait une fracture en toute fin de saison. Mais c'est un joueur qui est vraiment très bon. Une qualité d'accélération, une intelligence de situation qui est vraiment très forte. Donc ça, c'est 98. Né en 99, c'est Matteo Guendouzi, qui lui a un côté très extraverti par ailleurs, et qui est aussi qui est excellent, qui a sa personnalité. J'adore ce type de personnalité. Mais lui, il kiffe, ça se sent qu'il kiffe quand il joue. Il est vraiment il s'éclate, quoi. Il s'éclate. Il kiffe tellement que dans ses coups, dans les coups qu'il prend, j'ai entendu 2-3 vidéos, 2-3 trucs à la radio où tu l'entendais gueuler. Mais j'aime le joueur aussi. Tu veux aller à la guerre avec lui. Tu comprends? Lui, il va venir à la guerre. Il est excessif, il est passionné, il est extraverti, il est tout ce qu'on veut, mais il est fort. Donc, on a un peu les deux, mais j'adore les deux, quoi, en fait. Un qui est introverti, qui tourne sur lui-même, pas très expressif. Quand tu le connais, il est très expressif. Et au début, il met vraiment une barrière. Et puis, tu as l'autre qui l'est tout de suite, immédiatement. Ensuite, on a les joueurs nés en 2000. En ce moment, on a Enzo Lefebvre qui est au club aujourd'hui. En ce moment, c'est un peu plus difficile, mais c'est aussi un joueur d'une classe incroyable. Et on a Ilan Mélier, qui était transféré à Leeds United et qui fait très très belles choses. Donc ça, ce sont les joueurs nés en 2000. On en a d'autres qui ont peut-être sont pas encore tout à fait explosé, mais ils sont vraiment intéressants. Et ensuite, on arrive sur les promos 2001, 2002, 2003, 2004. Et là, je prédis des belles choses pour le FC Lorient. Sans rentrer dans les détails, puis ça va m'amener une question. En fait, je vais t'en poser une tout de suite, puis tu me feras revenir sur 2001, 2002, 2003, 2004 si j'oublie. Une des qualités de cette façon de coacher, cette approche-là, c'est les liens qu'on crée aussi avec certains athlètes. Est-ce que de ce côté-là, maintenant, tes athlètes, ça fait 10 ans pour certains et moins pour d'autres aujourd'hui, mais tu conserves cette relation, puis ces échanges toujours avec eux? J'imagine. Ouais, la relation elle reste. Après, je suis très occupé, donc je peux pas aller les voir, on ne peut pas échanger tous les jours. Mais en fait, il y a aussi il y a un cap de maturité qui s'opère, je dirais vers 20 ans, 21 ans. Donc nous, on prend entre guillemets à certains moments la place des parents, d'être dans l'opposition. Enfin, il y a une sorte de contre-dépendance dans l'accession à l'autonomie. Il y a toujours ça se produit. Donc au début, ils ont besoin de sécurité. Après, ils vont avoir besoin d'un mur en face pour se construire. Nous sommes le mur. Donc, des fois, on se bat. Et je me suis battu, entre guillemets, mais comme un papa se le fait avec son fils, avec ses garçons. Et donc, c'est une période qui est nécessaire, à laquelle on ne doit pas transiger. Donc, on ne doit pas transiger pour un résultat, justement. Parce qu'on aura besoin de ce joueur pour gagner le prochain match. Je vais le faire jouer alors que sur le plan de son comportement, ça ne va pas. Là, il est en train de dévier. Si je suis son papa, je ne le fais pas jouer. Donc, je suis son papa, je ne le fais pas jouer. Et ce n'est pas mon président qui va poser un cadre, qui va m'obliger à le faire jouer parce que je dois gagner des matchs. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le moment de la contre-dépendance, c'est un moment où il y a un peu de distance potentiellement.
Et ensuite, il y a le moment de l'indépendance et un peu plus loin, l'interdépendance. Et on crée cette interdépendance avec les joueurs à un certain moment. Donc, elle est entre joueurs et elle est aussi avec le staff. Et je trouve que ça, c'est le meilleur moment de la relation, mais c'est une histoire d'un processus. Donc, ce qui fait que, en fait, comme c'est à la fin, entre guillemets, et que le joueur il devient bon à ce moment-là, il nous quitte. Donc, moi, j'en profite pas. J'en profite un peu d'une autre manière, C'est vrai en plus. qui est celle de la relation, c'est-à-dire je peux échanger avec Ilan, avec un collaborateur, Aziz, on allait le voir il y a quelques temps à Leeds, il était super heureux de nous voir. Je suis allé à Marseille, je suis allé à Nice voir Alexis et Mathéo à Marseille. Enfin, on a une relation qui est excellente. Elle n'est pas du même niveau avec tous, parce qu'on a aussi des sensibilités dans le staff où il y a des relations qui peuvent être meilleures avec un tel ou avec un tel. Mais dans l'ensemble, la relation est bonne. Elle est vraiment très bonne. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi pour ça qu'on kiffe notre métier, quoi? Ouais, Quand même. absolument. Hein. Écoute, le prochain point, donc j'ai parlé de 2001, 2003, 2004. Tu me parlais de tes pépites qui arrivaient. Puis tu vois, j'avais une question sur la gestion des agents aujourd'hui. Je sais que ça évolue, ça prend de plus en plus de place. Comment tu gères tout ça, toi? Parce que c'est de plus en plus fort. Est-ce qu'il y a... T'as pas de moyen de contrôle sur les communications qui rentrent dehors de votre cellule? Donc c'est sûr qu'il y a des communications. Aujourd'hui, avec les téléphones, les réseaux sociaux, c'est facile. Comment est-ce que vous gérez ça au FC Lorient et comment est-ce que toi, tu le perçois? Alors, en entrée, on fonctionne très peu avec les agents. Donc ça, c'est la première chose, on fonctionne avec les parents. Donc, entrée de centre. Donc, il y a déjà des clubs qui fonctionnent très tôt avec les agents, donc ça devient leur interlocuteur. Donc, de ce point de vue-là, nous, on s'est positionné assez vite. On veut travailler avec les parents, on veut savoir à qui on a affaire, qu'est-ce qu'on est en train de nouer comme relation. Ensuite, les agents font partie de notre environnement, de notre écosystème. Donc, à un moment ou à un autre, ils vont apparaître dans la relation. Au début, elle est la plupart du temps anecdotique et elle devient de plus en plus importante quand on s'approche du niveau professionnel. Et à partir de 18 ans, 19 ans, les agents prennent une place dans l'environnement. Je ne sais pas trop pourquoi, si c'est pour rassurer les parents, si c'est pour rassurer le joueur, si le joueur a besoin d'avoir aussi un autre éclairage, quelquefois de cette arrière-cour-là. Ça a son sens. En fait, et certains agents travaillent vraiment très bien. Ça, je vais commencer par le dire en premier lieu. Il y a des agents qui travaillent très bien. Il y a aussi des agents qui sont coincés par la raison d'être de ce métier, qui est celle de faire bouger les joueurs ou faire signer un joueur à des tarifs qui lui permettent de recevoir une commission. Donc, à ce moment-là, ils deviennent perturbateurs, potentiellement. Et en tout état de cause, nous, en tant que formateur ou directeur de centre de formation ou entraîneur, on se doit de considérer cette partie-là de l'écosystème du joueur et à un moment, il fait partie de l'équation. Donc, on fait en sorte de trianguler, c'est-à-dire parler avec les parents, parler avec l'agent s'il a sa place dans le système, parler avec le joueur et d'expliquer ce qu'on est en train de réaliser. Donc, d'apporter du sens à la cohérence de notre dispositif. Donc, après, est-ce qu'ils l'entendent, est-ce qu'ils veulent coopérer ou pas, ça ne tient pas qu'à nous. Il y a des changements de comportement que vous devez analyser certainement chez les jeunes qui doivent basculer complètement. Évidemment, comme moi, toi, tu as dû essayer. Des fois, on veut plus qu'eux. Bon, des fois, ça m'est arrivé de vouloir plus que mon athlète, de me commettre trop. J'imagine que ça a dû être un peu la même chose pour toi par moment. Quand tu te commets à ce genre de choses, mais à un moment donné, tu comprends que c'est eux, quoi. S'ils vont là, ils vont là. Bon, ben, c'est quoi ta marge de manœuvre là-dedans? Est-ce que tu arrives à plus les laisser aller maintenant et puis accepter les décisions puis les changements tels qu'ils sont quand tu les vois basculer ou on essaie de les ramener Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais il y a des belles choses à arriver au FC Lorient. Je ne sais pas lesquelles précisément. Je sais qu'on a un gros, voire un très gros volume de joueurs potentiellement à pouvoir accéder au haut niveau. Je ne sais pas lesquels vont réussir. Je ne sais toujours pas lesquels. Parce que ça dépend d'énormément de choses, en particulier d'eux. Donc là, on est aussi dans l'émergence d'un système complexe. Et il y en a quelques-uns qui vont s'en extraire, il y en a que d'autres qui vont faire autre chose. Et on ne peut pas tout maîtriser. En tout état de cause, nous, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de nourrir, stimuler le désir, le rêve, il est là. Donc, on ne veut pas détruire ce rêve-là. On veut coopérer plutôt que de s'opposer aux parents, s'opposer aux agents parce qu'ils sont mécontents.
et on veut participer à la création du sens. C'est-à-dire, voilà ce qu'on est en train de réaliser ensemble. Et on peut écouter aussi le retour de leur part. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans un sens. À partir du moment où on rentre dans une relation de triangulation comme celle que je viens d'évoquer, on doit accepter nous aussi de voir des avis différents, de se dire, bah ouais, finalement, l'option que j'ai prise, et ça arrivé il n'y a pas si longtemps avec un joueur, moi je l'imaginais dans un poste assez haut sur le terrain, et je me disais que c'était de mon expérience la meilleure voie à suivre pour lui permettre d'exercer, enfin au moins d'apparaître au haut niveau, et ensuite il pourrait bouger. Et donc c'était mon hypothèse, donc je testais cette hypothèse, les performances étaient moyennes ou fluctuantes. Il pouvait y en avoir quelques-unes de bonnes et puis d'autres qui étaient un peu moins bonnes. Et on a une discussion avec l'agent, le garçon, la famille, et puis eux, ils me disent non, franchement, nous, le feeling qu'on a, c'est que c'est plus bas. On discute, on échange, ça mûrit dans mon esprit. Je ne dis pas oui tout de suite, sinon, parce que j'avais besoin de le mûrir. Je le teste, je vois qu'ils ont raison. C'est génial ce que tu me racontes. J'adore parce que je me vois dans une situation, mais pareil, où t'as un nageur qui arrive, t'es persuadé que c'est ça son épreuve, c'est ça son truc, c'est ça sa nage. Mais lui, tous les messages qu'il t'envoie, c'est un autre style, c'est autre chose, mais tu veux pas l'entendre parce que toi, t'es dans ton truc jusqu'au moment où tu dis, ok, mais c'est évident là. Ok, d'accord. Mais quelquefois, ça peut être des échappatoires. Donc, tu dois tester l'hypothèse que est-ce qu'il veut vraiment affronter l'obstacle que je lui propose? Parce que cet obstacle est nécessaire. Donc, au moment où tu t'es rendu compte qu'il a vraiment tout donné, il s'est engagé, et que ce n'est pas un refus de l'obstacle, ou un déni, ou une volonté de ne pas passer par là, simplement par le fait que, pour plein de raisons qu'on ne va peut-être pas expliquer, mais qu'il a vraiment des raisons et des convictions qui sont assises sur des choses très sérieuses. Là, il faut le prendre en compte. T'es vraiment obligé. On s'en va vers la fin, j'en ai encore 2-3 petites, puis je te libère. On a pris un peu plus de temps que prévu. Régis, je sais qu'il y a de plus en plus de joueurs, je suis au Québec, de joueurs nord-américains qui rêvent de l'Europe. Je parle beaucoup avec les directeurs de formation ici, régionaux, à Montréal. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à 17-18 ans, prennent leur sac à dos et décident d'aller essayer de faire des camps ou d'essayer de rentrer, de se faire détecter ou de partir un peu à l'aventure. Ça marche pour certains, ça marche moins pour d'autres. J'ai pas vraiment l'idée, le niveau de résultat qu'il y a en arrière. Mais ce qui me questionne derrière, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces jeunes-là qui sont entre 15 et 18, qui pensent qu'ils sont à un niveau intéressant ici et qui rêvent d'aspirer un peu plus haut. Donc eux, ils veulent venir peut-être. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que il faut être patient? Est-ce qu'il faut s'assurer qu'on est le top du top du top dans ce qu'on fait ici avant d'essayer d'ambitionner là-bas? Quels seraient tes conseils par rapport à ce genre de joueurs qui s'invitent à ce genre de challenge-là? J'ai beaucoup d'amis au Québec. Je suis venu 2 fois là, et j'ai pu à l'époque aller suivre la RSQ et des joueurs qui étaient dans le parcours second cycle. Le niveau en Europe, il est très élevé, en France en particulier. Et donc, on avait fait un échange à un moment entre ces joueurs de la RSQ qui venaient passer une semaine ou 10 jours avec nos joueurs de la formation. Et ce que les responsables, dont c'était Christophe Blain, par exemple, qui était venu, Michael Doucan, sont des personnes, ils sont aussi très bons professionnels, avaient noté à cette époque-là, c'est que, en fait, comme au Québec, la densité de footballeurs, elle est assez modérée, et que l'histoire du football n'est pas aussi développée qu'en France, il y avait toute une culture qui était favorable à la culture française, en fait. Et qui fait au moins le départ d'une forme d'écart de niveau. Parce que vous entraînez moins, vous entraînez pas dans les mêmes conditions, vous entraînez avec moins de niveau au quotidien. Forcément, sur une histoire de pratique de plusieurs années, le décalage il finit par se créer. Donc, j'ai pas vraiment de conseils précis à donner, sinon d'aimer ce qu'on fait, de croire en son rêve et son désir de réussite, et ensuite de multiplier les expériences. Et c'est par l'affrontement ou la capacité à multiplier des expériences contre d'autres niveaux de compétition que celui dans lequel je me trouve au quotidien et qui est d'un niveau moyen moins, que peut-être je vais pouvoir avancer et me structurer.
Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont transformés, ne serait-ce qu'en un ou deux étés. J'avais la conversation ce matin avec Patrick Vuala, justement, qui est un des, Exemple. il est directeur de formation ici. Patrick il m'a raconté qu'il y avait eu un ou deux joueurs qui étaient des quiches de 12 à 15 ou 16, mais en deux étés, parce que ça joue un peu plus dehors, ça joue un peu plus avec des grands, ça variait là, ça fait les tournois de Ça. ci, ça fait les tournois de ça. On réussit à se transformer, à changer, et puis avoir une certaine, aller chercher une certaine forme de déclic, c'est collé à leurs rêves, et puis boum, Mm. ça réussit à démarrer, En quoi. fait, il faut s'ouvrir d'expériences nouvelles et d'oppositions supérieures. Pas avoir peur de s'exposer. Ouais, c'est Pas ça. avoir peur de s'exposer. Ok. Bon, écoute, on s'en va tout doucement vers la fin. Puis la dernière question que je vais déjà te poser, c'est un grand, grand classique en termes de conseils. Qu'est-ce que toi, tu adresserais à les entraîneurs qui vont nous regarder, les éducateurs qui vont nous regarder aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent un petit peu de notre conversation? Alors, ça leur appartient en premier lieu. Mon expérience personnelle, c'est accepter de s'ouvrir et de se cultiver. Donc, on a tous une passion, il me semble. Elle est commune, elle est présente chez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs. Ils sont passionnés, ils ont envie d'être là, ils se lèvent tous les matins, ils sont tard le soir sur les terrains. Ils ont ça en eux et c'est extrêmement respectable. Et d'ailleurs, le football, le sport en général a besoin de ces gens-là. Donc, moi, ma conviction, c'est qu'ils cherchent à bien faire. Quelquefois, les environnements ne sont pas favorables à ce qu'ils fassent bien, et en particulier cette pression de la compétition. Donc, première idée, s'extraire de vouloir gagner absolument et faire la démonstration de mon talent parce que mon équipe gagne. Pas parce qu'elle gagne que tu es bon, en fait. Commençons par ça. Et ça permettra d'éviter beaucoup, beaucoup d'écueils sur la destruction des jeunes garçons, jeunes filles, hein, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qu'on est en train de matraquer. Enfin, ils aiment juste le foot et toi, tu es en train de t'en servir pour ta propre volonté d'obtenir un résultat qui fera la preuve que tu es un bon éducateur. Donc, ça, réussir à s'en extraire. Et du coup, la troisième chose, donc maintenir la passion, se détacher, s'extraire de cette pression du résultat. Et le troisième, se cultiver et accepter de se fragiliser. Et là, il suffit d'écouter All the Talk pour trouver des pistes. Merci beaucoup, Et il y en a beaucoup. Régis. C'est vraiment, c'est vraiment bon. Merci beaucoup, Régis. Donc, comme il a dit, venez nous écouter. Vous allez découvrir des choses intéressantes dans pas mal de domaines différents. C'était l'émission numéro 60 avec Régis Lebris, directeur de formation du FC Lorient. Subscribe, venez cliquer, liker, commenter et pour essayer de nous aider à faire avancer ce mouvement-là. Je suis pas professionnel là-dedans, comme vous le savez. Je continue à essayer de partager ces moments-là. Je pense que c'est important de continuer ça. Enfin, je veux continuer, mais c'est aussi grâce à vous. Donc, donnez-moi un petit coup de pouce de temps en temps. C'est toujours bienvenu. Régis, encore merci 1000 fois. C'était un plaisir. C'est à toi, Greg. Vraiment, vraiment un gros merci. Et puis, à très, très bientôt pour la prochaine émission. Allez, bye.